Bonjour, donc nous sommes le 3 février 2017, alors c'est notre seconde séance consacrée à une réflexion sur la sécurité dans le cadre de Philopop. L'objectif de ces séances, je le rappelle, n'est pas de produire une réflexion exhaustive sur la question, mais de montrer avant tout comment la lecture de quelques grands philosophes, de quelques grandes œuvres philosophiques, peut aider à réfléchir sur ce problème qui est au cœur de l'actualité des sociétés contemporaines. Lors de la première séance, on s'est demandé si on pouvait considérer la sécurité comme la première des libertés, puisque c'est ainsi qu'elle est souvent considérée par un certain nombre d'hommes politiques. Alors pourquoi serait-elle la première des libertés? Parce que sans elle, les autres libertés n'auraient aucun sens, et aussi parce qu'il serait nécessaire, pour la conserver, de restreindre parfois les autres quand les circonstances l'exigent. C'est le cas notamment avec le fameux état d'urgence. Alors nous avons montré précédemment qu'une telle formule est au principe d'une conception sécuritaire de l'État, qui va dans le sens opposé des exigences de sûreté qui définissent l'État de droit. En tout cas, ce n'est pas dans une œuvre comme l'Esprit des lois de Montesquieu qu'on en trouvera la justification. Ce serait plutôt dans le Léviathan, le grand ouvrage du philosophe politique Thomas Hobbes, paru en 1651. Ce philosophe est celui qui semble mieux valider une conception sécuritaire de l'État, en proposant d'ailleurs une théorie absolutiste. Et d'ailleurs, ce n'est pas un hasard si cette théorie est la cible des critiques que lui opposeront les partisans d'une conception libérale de l'État, comme Locke à la fin du XVIIe siècle ou Montesquieu au début du XVIIIe siècle, en insistant l'un et l'autre sur la nécessité de limiter les prérogatives de l'État pour garantir la liberté politique des citoyens. Alors nous verrons ici, ce sera l'objet de la seconde séance, que la philosophie de Hobbes est sans doute celle qui fait de la sécurité le centre de sa réflexion politique. Mais nous verrons aussi, et ce sera l'objet sans doute d'une troisième séance, que même pour ce philosophe, la sécurité ne peut pas être pour autant considérée comme l'horizon exclusif de la politique. Et mieux encore, on verra que la lecture de Hobbes nous permet de comprendre que la conception d'État sécuritaire est plutôt en rupture avec le modèle que Hobbes propose de l'État. En effet, alors que pour Hobbes, l'État a pour fonction de mettre fin à la peur et de permettre aux hommes de s'abandonner à une certaine confiance mutuelle, l'État sécuritaire se fonde au contraire sur la peur et l'entretient en faisant de la sécurité sa finalité essentielle. Mais voyons d'abord en quel sens la sécurité, plus exactement le désir de sécurité, est à l'origine de l'État, selon Hobbes. Ici, il faut lire attentivement le chapitre 13 du Léviathan, dont le titre est, je cite, « De la condition du genre humain à l'état de nature, concernant sa félicité et sa misère ». La conclusion de ce chapitre est à la fois brève et dense, je la cite, « Là où n'existe aucune puissance commune, il n'y a pas de loi. Là où il n'y a pas de loi, rien n'est injuste. » Si les hommes étaient livrés à eux-mêmes, s'ils n'étaient soumis à aucune puissance commune, tout leur serait permis. Et les hommes seraient alors condamnés à se craindre mutuellement. Alors aux lecteurs rétifs, aux lecteurs réticents, qui penseraient que Hobbes exagère, eh bien Hobbes demande de s'observer lui-même. Quand, pour partir en voyage, je cite le texte, il s'arme et cherche à être bien accompagné. Quand, allant se coucher, il boucle ses portes. Quand, jusque dans sa propre maison, il verrouille ses coffres. Et cela tout en sachant qu'il y a des lois et des agents publics pour punir tous les torts qu'on pourrait lui faire. Alors Hobbes conclut ainsi en interpellant ce lecteur, quelle opinion se fait-il de ses semblables quand il voyage tout armé, de ses concitoyens quand il boucle ses portes, et de ses enfants, de ses domestiques quand il verrouille ses coffres?
Il n'est pas nécessaire d'être misanthrope, il n'est pas nécessaire de postuler la méchanceté des hommes pour faire ce genre d'observation. Sans doute y a-t-il des hommes honnêtes, mais ce n'est pas écrit sur leur front. Nous ne pouvons pas deviner les intentions des autres. Nous ne pouvons pas savoir s'ils sont honnêtes. Et dans cette incertitude, chacun sait qu'il vaut mieux se protéger que faire confiance. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle on peut conclure que la peur d'autrui commande la plupart de nos actions quotidiennes. Il y a ainsi en chacun de nous, qu'on le veuille ou non, un désir de sécurité qui se manifeste par de la défiance envers les autres. Et les autres apparaissent ainsi comme des ennemis potentiels. Alors si déjà chacun peut faire sur lui-même cette observation, alors même qu'il vit dans une société où il y a des lois, où il y a des agents publics pour punir les malfaiteurs, que dire a fortiori d'une situation où les hommes seraient entièrement livrés à eux-mêmes, sans pouvoir commun, sans loi commune? Cette situation est ce que Hobbes envisage par l'hypothèse de l'état de nature. Dans cet état, les hommes seraient en effet condamnés à se craindre mutuellement, puisqu'ils n'auraient aucunement l'assurance de pouvoir se conserver eux-mêmes. Cet état, dit Hobbes, serait un état de guerre de tous contre tous. Alors cette hypothèse a un intérêt. Elle a l'intérêt de faire comprendre que seule la peur, et dans un tel état, dans une telle situation, les hommes auraient tous peur, ils seraient tous également menacés. Donc cette hypothèse a l'intérêt de nous faire comprendre que seule la peur peut déterminer les hommes à s'entendre pour rechercher les moyens qui leur permettra, le moyen qui leur permettra de vivre en sécurité. Ainsi, c'est parce que les hommes se craignent mutuellement qu'ils cherchent à s'associer pour conjurer le risque de la mort violente. Et non pas parce qu'ils sont sociables ou parce qu'ils seraient bienveillants les uns à l'égard des autres. Parce que la peur est réciproque, elle permet en effet d'envisager un engagement réciproque, celui d'un pacte social, par lequel chacun des partenaires, chacun des individus, comme dit Hobbes, consent à abandonner le droit qu'il a de se gouverner lui-même à un tiers qui dès lors est institué en souverain. Mais n'allons pas trop vite, lisons tranquillement cet extrait du chapitre 17 du Léviathan où Hobbes parle justement de ce fameux pacte social. Je lis le texte. C'est comme si, dit Hobbes, c'est comme si chaque individu devait dire à tout individu « J'autorise cet homme ou cette assemblée d'hommes et je lui abandonne mon droit de me gouverner moi-même à cette condition que tu lui abandonnes ton droit et autorises toutes ses actions de la même manière. » Et Hobbes poursuit, « Cela fait, la multitude ainsi mise en une personne une est appelée un État. Telle est la génération de ce grand Léviathan, ou plutôt de ce Dieu mortel, auquel nous devons, sous le Dieu immortel, notre paix et notre défense. » Alors ce texte appelle deux remarques, pour que les choses soient plus claires. D'abord, première remarque, le pacte social est une fiction, comme l'indique lui-même Hobbes. C'est comme si chaque individu devait dire à tout individu. C'est-à-dire ce n'est pas un scénario réel, bien sûr, mais ce n'est pas pour autant une fiction gratuite, parce qu'il est nécessaire d'imaginer cette fiction pour comprendre que sans le consentement des individus, au fond, l'État n'existerait pas. Donc c'est une fiction nécessaire, si on veut comprendre, au fond, pourquoi l'État est nécessaire et ce qui le rend possible. D'autre part, deuxième remarque, la figure du Léviathan est ici empruntée au livre de Job qui se trouve dans la Bible. Le Léviathan, c'est une créature monstrueuse, c'est une sorte de crocodile monstrueux qui est destiné à effrayer les hommes. Et si on applique l'image à l'État, eh bien voilà ce que ça signifie. L'État doit apparaître aux hommes comme un grand Léviathan, c'est-à-dire qu'il doit se faire craindre d'eux comme un monstre, car c'est à cette condition, évidemment, que les hommes lui obéiront. Alors, si je résume, vous voyez l'idée développée par Hobbes, comprenons donc
qu'il y a à l'origine de l'institution de l'État un pacte social entre les individus qui consiste dans le désistement total de chacun de son droit de se gouverner lui-même en faveur d'un tiers. Ce tiers peut être soit un homme, soit une assemblée d'hommes, et ce tiers se trouve ainsi institué en souverain. Que veut dire le terme de souverain? Il faut ici être clair sur ce terme. Cela veut dire que cet homme ou cette assemblée d'hommes a dorénavant un pouvoir absolu. Il a le pouvoir absolu de décider des lois et de les faire exécuter. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun pouvoir au-dessus du souverain. Ainsi, au lieu de se craindre mutuellement et de vivre dans une insécurité permanente, eh bien, les individus qui concluent le pacte social préfèrent s'en remettre totalement à l'État, qui détient la souveraineté, c'est-à-dire l'autorité suprême. Et par l'institution de l'État, eh bien, la peur des individus se trouve alors transformée. Au lieu de demeurer une passion irrationnelle et destructrice, comme à l'état de nature, eh bien, elle devient une passion raisonnable, car en faisant de l'État son unique objet, elle garantit de cette façon la paix civile. Et le bénéfice, en effet, de cette peur raisonnable, c'est de permettre aux individus de s'abandonner à une certaine confiance mutuelle, puisque grâce à elle, au fond, les hommes peuvent désormais coopérer et se lancer dans des entreprises communes. Il ne peut pas y avoir d'activité économique et commerciale sans sécurité. Au terme de cette réflexion, on est donc tenté de conclure que la sécurité est bien pour Hobbes la priorité des priorités. C'est en effet le désir de sécurité de chaque homme qui le conduit à sortir d'état de nature et à vouloir l'institution de l'État. Ce désir de sécurité, d'ailleurs, est nommé par Hobbes le droit naturel de chacun, qu'il définit d'ailleurs au chapitre 14 du Léviathan de la manière suivante, c'est-à-dire ce droit naturel ou ce désir de sécurité, eh bien c'est la liberté que chacun a d'user de sa propre puissance, comme il le veut pour lui-même, pour la préservation de sa propre nature, autrement dit, de sa propre vie. Le désir de sécurité, donc encore une fois ce que Hobbes appelle le droit naturel de chaque individu, eh bien ce désir de sécurité est ainsi inscrit dans la nature de l'homme, c'est-à-dire qu'il est dans la nature de l'homme de chercher à se conserver. Alors sans doute ce désir de sécurité, donc ce droit naturel, est-il nécessaire pour instituer l'État, mais comme nous le verrons lors de la troisième séance, il ne suffit pas pour autant à établir le lien politique qui unit les citoyens à l'État et qui les unit entre eux. Il serait trop simple ici de réduire la philosophie politique de Hobbes à l'expression d'une conception sécuritaire de l'État. Et comme nous allons voir d'ailleurs, donc ce sera l'objet de la troisième séance, eh bien Hobbes ne réduit pas l'action politique de l'État à la seule et unique préoccupation de la sécurité.